L'hôtel du chef-lieu où Nicolas Lévin se mourait était un de ces hôtels de province dont l'installation comporte tous les perfectionnements récents, avec des prétentions à la propreté, au confort et même à l'élégance, mais que leur clientèle transforme très rapidement en cabaret sordide et prétentieux, et que cette prétention rend 10 fois pire que les bons vieux hôtels qui se contentaient d'être sales. Cet hôtel donc en était arrivé là. Et le soldat en uniforme douteux, qui fumait une cigarette dans le vestibule où il était censé faire office de portier, et l'escalier de fonte, ajouré, triste et sombre, et le garçon débraillait à l'habit couvert de taches, et la salle commune avec ses bouquets de fleurs en cire, couvertes de poussière, qui ornaient les tables, la crasse, la malpropreté et en même temps cette espèce de suffisance à la mode qui datait du développement des chemins de fer. Tout ceci fit à Lévin, après leur vie de jeunes mariés, un effet d'autant plus pénible que cette impression fausse ne s'accordait guère avec ce qui les attendait. Comme toujours en pareil cas, lorsqu'on leur eut demandé quel prix ils désiraient mettre à leur chambre, aucune bonne chambre ne se trouva libre. L'une était occupée par un inspecteur des chemins de fer, une autre par un avocat de Moscou, une troisième par une princesse Astafiev qui venait de la campagne. On ne leur offrit qu'une seule chambre malpropre, en leur promettant de libérer la pièce contiguë pour le soir. Furieux de voir ses prévisions se réaliser et d'avoir à s'inquiéter de sa femme au moment de l'arrivée, alors que son cœur se serrait à la pensée de son frère et qu'il aurait voulu courir aussitôt chez lui, Lévin conduisit Kitty dans la chambre qu'on leur avait assignée. « Va, va, » lui dit-elle, en lui jetant un regard timide et coupable. Il sortit, sans dire mot, et se heurta aussitôt à Marie Nikolaïevna, qui avait appris son arrivée et qui n'avait pas osé entrer. Elle était exactement telle qu'il l'avait vue à Moscou. La même robe de lainage, découvrant son bras et son cou, le même visage grêlé, obtus et bon, et légèrement empâté. « Alors, comment va-t-il » ? Très mal. Il ne quitte plus son lit. Il vous attendait avec impatience. Vous... vous êtes avec votre épouse ? Lévin ne comprit pas tout de suite ce qui la troublait, mais elle s'expliqua aussitôt. « Je m'en irai. J'irai dans la cuisine, » dit-elle. « Il sera content. Il la connaît. Il se souvient de l'avoir vue à l'étranger. » Lévin comprit qu'elle parlait de sa femme et ne sut que répondre. « Allons, allons, » dit-il. Mais à peine avait-il fait un pas que la porte de sa chambre s'ouvrit et Kitty apparut. Lévin rougit, et de confusion et de contrariété, en voyant sa femme les mettre tous deux dans une situation aussi délicate. Mais Marie Nikolaïevna était encore plus rouge que lui. Toute ramassée sur elle-même, les larmes aux yeux, elle tenait des deux mains les pointes de son fichu qu'elle tortillait de ses doigts rouges, ne sachant ni que dire, ni que faire. L'espace d'un clin d'œil, Lévin vit une expression de curiosité avide dans le regard que Kitty posa sur cette femme, incompréhensible pour elle. Mais ce ne fut qu'un éclair. « Alors, comment va-t-il » dit-elle, en se tournant vers son mari, puis vers la femme. « Nous ne pouvons pas parler dans le corridor, » dit Lévin en jetant un regard furibond à un monsieur dans la démarche, mal assuré qui passait en ce moment dans le corridor. « Eh bien, entrez, » dit Kitty à Marie Nikolaïevna, qui s'était remise de son émotion. « Ou plutôt, allez, » reprit-elle, en voyant le visage épouvanté de son mari. « Vous me ferez chercher. » Et elle rentra dans sa chambre. Lévin se rendit auprès de son frère. Il ne prévoyait nullement le spectacle qui l'attendait.
Il pensait trouver son frère dans cet état d'euphorie qui, il l'avait entendu dire, s'observe si souvent chez les tuberculeux, et qui l'avait tellement frappé lors de sa visite que son frère lui avait faite la visite que son frère lui avait faite en automne. Il pensait que l'approche de la mort se révélerait à ses symptômes. Pardon. Il pensait que l'approche de la mort se révélerait à des symptômes plus marqués, une plus grande faiblesse, une plus grande maigreur, mais que son frère cependant serait presque dans le même état. Il s'attendait à éprouver lui-même le regret de la perte de ce frère aimé, et à un degré plus fort, cette terreur devant la mort qu'il avait ressentie jadis. Et il s'y était préparé, mais ce qu'il trouva était bien différent. Dans une petite chambre sale, dont les panneaux peints étaient salis par des crachats, et dont la mince cloison n'étouffait pas le bruit des conversations, dans un air empuanti par les immondices, sur un lit écarté du mur, était étendu un corps recouvert par une couverture. Sur cette couverture reposait une main aussi large qu'un râteau, attachée de façon incompréhensible à un long fuseau, aussi mince à son départ qu'en son milieu. La tête reposait de côté sur un oreiller. Levin voyait des cheveux rares, collés sur les tempes par la sueur, et un front élevé, presque transparent. Est-il possible que ce cadavre soit mon frère Nicolas ? Songea Levin. Mais il s'approcha, aperçut le visage et le doute ne fut plus possible. Malgré l'effrayante altération de ses traits, Levin n'eut qu'à regarder ses yeux vifs, levés sur l'arrivant, saisir un imperceptible mouvement de lèvres sous les moustaches trempées de sueur pour comprendre l'affreuse vérité. Ce cadavre était bien son frère. Les yeux brillants se posèrent sur lui avec un air sévère où se lisait un reproche. Et ce regard établit aussitôt des rapports vivants entre des vivants. Levin vit le reproche qu'exprimait le regard fixé sur lui et fut honteux de son bonheur. Lorsque Constantin lui prit la main, Nicolas sourit. C'était un sourire faible, presque imperceptible, et l'expression des yeux restait sévère. « Tu ne t'attendais pas à me trouver ainsi » articula-t-il avec peine. « Si, non, » dit Levin, s'embrouillant dans sa phrase. « Pourquoi ne m'as-tu pas fait prévenir plus tôt, au moment de mon mariage ? Je t'ai fait chercher partout. » Il fallait parler, éviter le silence. Or il ne savait rien dire, d'autant plus que son frère ne répondait rien et se contentait de le regarder, sans baisser les yeux. Il pénétrait visiblement le sens de chaque mot. Levin annonça à son frère que sa femme était venue avec lui. Nicolas en témoigna de la satisfaction, mais dit qu'il craignait de lui faire peur. Il se fit un silence. Soudain, Nicolas se mit à s'agiter et commença à parler. À l'expression de son visage, Levin crut qu'il allait lui confier quelque chose de très important. Mais Nicolas parla de sa santé. Il se plaignait de son médecin, regrettait l'absence d'une célébrité médicale de Moscou, et Levin comprit qu'il espérait encore. Profitant de la première minute de silence, Levin se leva, désireux d'échapper fût-ce un instant à un sentiment torturant, et dit qu'il allait chercher sa femme. « Bien, je vais faire un peu nettoyer ici. C'est sale, et ça ne sent pas bon, j'imagine. Matcha, viens mettre de l'ordre, » dit le malade, avec difficulté. « Et sors quand tu auras fini, » ajouta-t-il, en regardant son frère d'un air interrogateur. Levin ne répondit rien. Une fois dans le corridor, il s'arrêta. Il avait dit qu'il allait chercher sa femme, mais maintenant qu'il se rendait compte du sentiment qu'il éprouvait, il était résolu
au contraire, à essayer de la dissuader de venir auprès du malade. Pourquoi souffrirait-elle comme moi, songeait-il. Eh bien, comment est-il lui demanda Kitty avec un visage effrayé. Ah, c'est affreux, affreux. Pourquoi es-tu venu dit Levin. Kitty se tut quelques secondes, en contemplant son mari d'un air timide et malheureux. Puis elle s'approcha et s'accrocha à deux mains à son bras. Kostya, conduis-moi auprès de lui. Cela nous sera moins pénible à tous les deux. Conduis-moi là-bas, je t'en prie. Et laisse-nous, reprit-elle. Comprends donc que te voir et ne pas le voir est pour moi pire que tout. Tandis que là-bas, je pourrais peut-être me rendre utile. Accepte, je t'en prie, dit-elle d'un ton suppliant, comme si son bonheur en dépendait. Levin dut consentir, et, lorsqu'il fut remis, il retourna chez son frère avec Kitty. Il avait complètement oublié Marie Nikolaïevna. D'un pas léger, et regardant à tout instant son mari, en lui montrant son visage courageux et compréhensif, elle entra dans la chambre du malade et, se retournant avec lenteur, ferma doucement la porte. Puis, elle s'approcha rapidement et sans bruit de la couche du malade, et, se plaçant de façon qu'il n'eût pas à tourner la tête, elle prit dans sa main jeune et fraîche son énorme main, la pressa avec ce don propre aux femmes de témoigner de la sympathie sans blesser. Elle commença à lui parler avec une douce animation. Nous nous sommes rencontrés à Soden, mais nous ne nous connaissions pas, lui dit-elle. Vous ne pensiez pas que je deviendrais votre sœur? Vous ne m'auriez pas reconnu, lui dit-il. Son visage s'était éclairé d'un sourire lorsqu'elle était entrée. Oh, si, comme vous avez bien fait de nous faire prévenir. Kostya était inquiet. Il me parlait de vous tous les jours. Mais l'animation du malade fut de courte durée. Avant qu'elle eût fini de parler, son visage reprit cette expression sévère où se lisait un reproche et la jalousie du mourant devant un vivant. Je crains que vous ne soyez pas très bien ici, dit-elle en s'arrachant à son regard fixe et en faisant des yeux le tour de la pièce. Il faudra demander une autre chambre au gérant, dit-elle à son mari, de façon que nous soyons plus près les uns des autres. Chapitre 18. Levin ne pouvait regarder calmement son frère. Il ne pouvait être naturel et tranquille en sa présence. Lorsqu'il entrait chez le malade, ses yeux et son attention se couvraient d'un voile, et il perdait de vue la situation de son frère. Il respirait une horrible odeur, voyait la saleté, le désordre, entendait des gémissements et sentait qu'il ne pouvait rien faire pour remédier à cette affreuse situation. Il ne lui venait même pas à l'idée de penser à analyser les détails de cette situation, de se demander comment ce corps reposait là, sous cette couverture, comment ses jambes décharnées, ses reins, ce dos était disposé, et si l'on ne pouvait trouver une meilleure position, faire quelque chose pour qu'il fût, sinon mieux, moins mal. Une sensation de froid lui parcourait l'échine lorsqu'il commençait à penser à tous ces détails. Il était fermement convaincu qu'il n'y avait rien à faire, ni pour prolonger la vie de son frère, ni pour alléger ses souffrances. Mais la conscience de son impuissance totale le faisait souffrir, l'exaspérait. Son malaise n'en était donc que plus grand.
C'était une torture pour lui de rester dans la chambre du malade, mais s'abstenir d'y aller était encore pire. Aussi, sous les prétextes les plus variés, sortait-il et entrait-il à tout instant, n'ayant pas la force de rester seul. Mais Kitty pensait, sentait et agissait tout autrement. La vue du malade avait éveillé sa pitié, et la pitié n'avait pas fait naître dans son âme de femme ce sentiment d'horreur et de répulsion qu'elle avait soulevé en son mari, mais le besoin d'agir, de connaître l'état du malade dans tous ses détails et d'essayer de lui porter secours. Et comme elle ne doutait pas un instant qu'elle dût lui venir en aide, elle ne doutait pas non plus que ce fût possible. Aussi se mit-elle aussitôt à l'ouvrage. Ces mêmes détails, dont la seule pensée plongeait son mari dans l'effroi, attirèrent aussitôt son attention. Elle envoya chercher un médecin, fit apporter des remèdes, ordonna à sa femme de chambre, qui l'avait accompagnée, d'épousseter et de laver, fit elle-même la lessive, retapa le lit du malade, fit apporter et emporter différents objets. Elle se rendit plusieurs fois à sa chambre, sans s'inquiéter des hommes qu'elle croisait, en rapporta des draps, des thés d'oreiller, des essuie-mains, des chemises. Le garçon qui servait dans la salle commune le dîner des ingénieurs vint plusieurs fois, la mine courroucée à son appel, et ne put pas se dérober à ses ordres, car elle les donnait avec une insistance si aimable qu'il était impossible de rien lui refuser. Lévin désapprouvait tout cela. Il ne pouvait croire qu'il en sortît quelque adoucissement pour le malade. Et surtout, il craignait que son frère ne se fâchât. Mais le malade, bien qu'il parût indifférent à ces contingences, ne se fâcha pas. Il témoignait seulement de la confusion et semblait s'intéresser aux soins qu'elle lui prodiguait. Lorsqu'il revint de chez le docteur, que Kitty l'avait envoyé chercher, Lévin, en ouvrant la porte, vit qu'on changeait le linge du malade. Son long dos blanc, aux énormes omoplates, aux côtes et aux vertèbres saillantes, était découvert, et Marie Nikolaïevna et le garçon qui s'était embrouillé dans les manches de la chemise ne parvenaient pas à y faire entrer ses longs bras inertes. Kitty ferma rapidement la porte derrière Lévin, sans regarder de l'autre côté. Mais le malade se mit à gémir, et elle se dirigea aussitôt vers lui. « Dépêchez-vous, dit-elle. « N'approchez pas, lui dit le malade avec irritation. Je m'arrangerai seul. Que dites-vous ? Demanda Marie Nikolaïevna. Mais Kitty avait entendu et compris qu'il avait honte de se montrer nu devant elle. Je ne regarde pas, dit-elle en dirigeant le bras de son beau-frère. Marie Nikolaïevna, aidez-le de l'autre côté, ajouta-t-elle. Va donc, je te prie, prendre le petit flacon qui est dans mon sac, reprit-elle en s'adressant à son mari. Tu sais, dans la petite poche de côté. Apporte-le-moi. Pendant ce temps, on finira de ranger la chambre. Lorsqu'il rentra avec le flacon, Lévin trouva le malade étendu. Tout, autour de lui, s'était complètement transformé. L'odeur suffocante avait cédé la place à l'odeur du vinaigre aromatisé que Kitty, avançant ses lèvres et gonflant ses joues roses, avait répandu en soufflant dans un petit tube. La poussière avait été enlevée. Un tapis était étendu à côté du lit. Sur la table étaient soigneusement alignés des flacons, des carafes, une pile de linge et la broderie anglaise de Kitty. Sur une autre table, près du lit du malade, se trouvait une potion, une bougie
et des poudres. Le malade lui-même, lavé et coiffé, reposait dans des draps propres, sur de hauts oreillers, dans une chemise propre. Son cou anormalement maigre sortait d'un col blanc, et une nouvelle expression d'espoir se lisait dans ses yeux qu'il ne détachait pas de Kitty. Le docteur que Lévin avait trouvé à son club et amené n'était pas celui qui soignait habituellement Nicolas Lévin, et dont il était mécontent. Il ausculta le malade, hocha la tête, prescrivit un remède et expliqua par le menu tout d'abord comment prendre le remède, et ensuite quelle diète observer. Il conseilla des œufs crus ou à peine cuits et de l'eau de seltz avec du lait chaud à une certaine température. Lorsque le docteur fut parti, le malade dit quelque chose à son frère, mais Lévin ne distingua que les dernières paroles. Ta Katia. Mais au regard qu'il jetait à sa femme, Lévin comprit qu'il faisait son éloge. Puis il appela Katia, ainsi qu'il la nommait. Je me sens beaucoup mieux, dit-il. Avec vous, il y a longtemps que je serai rétabli, comme je suis bien. Il lui prit la main et la porta à ses lèvres, mais, comme s'il craignait de lui être désagréable, il se ravisa, la baissa et se contenta de la caresser. Kitty serra cette main entre les siennes. Maintenant, tournez-moi sur le côté gauche et allez dormir, dit-il. Kitty fut la seule à comprendre ce qu'il avait dit. Elle avait compris parce qu'elle ne cessait de se demander de quoi il avait besoin. Sur l'autre côté, dit-elle à son mari. Il dort toujours sur ce côté-là. Tourne-le toi-même. C'est ennuyeux d'appeler le garçon. Moi, je ne peux pas. Et vous ? Demanda-t-elle à Marie Nikolaïevna. J'ai peur, répondit celle-ci. Quelque terreur qu'éprouva Lévin de saisir dans ses bras ce corps effrayant, de toucher sous la couverture ces parties de son corps qu'il voulait ignorer. Il se soumit à la volonté de sa femme. Avec ce visage énergique qu'elle connaissait, il saisit son frère à bras-le-corps, mais, malgré sa force, il fut frappé de l'étrange poids de ses membres épuisés. Tandis qu'il le retournait, sentant son cou entouré par un grand bras décharné, Kitty retourna vivement l'oreiller, le battit et remit de l'ordre dans les cheveux rares de Nicolas, qui s'était de nouveau collé au temple. Le malade retint une des mains de son frère dans la sienne. Lévin sentait qu'il voulait faire quelque chose avec cette main et qu'il la tirait. Il le laissait faire, le cœur défaillant. Enfin, il l'approcha de ses lèvres et la baisa. Secoué par les sanglots, Lévin quitta la pièce sans avoir la force de rien dire. Chapitre 19. Il a révélé aux petits ce qu'il a caché aux sages et aux prudents, pensait Lévin en s'entretenant ce soir-là avec sa femme. Si Lévin songeait à cette phrase de l'Évangile, ce n'était pas qu'il se crût sage. Il ne se croyait pas sage. Mais il ne pouvait ignorer qu'il était plus intelligent que sa femme et qu'Agathe Nikolaïevna. Et il savait, d'autre part, que lorsqu'il pensait à la mort, il y pensait avec toutes les forces de son âme. Il savait aussi que beaucoup de grands esprits, dont il avait lu les réflexions à ce sujet, y pensaient aussi sans découvrir le centième de ce que savaient là-dessus sa femme et Agathe Nikolaïevna.
Ces deux femmes si différentes, Agathe Mikhailovna et Katia, comme l'appelait son frère Nicolas, et comme Lévin prenait maintenant plaisir à l'appeler, étaient à cet égard tout à fait semblables. Elles savaient, sans éprouver le moindre doute, ce qu'était la vie et ce qu'était la mort, et bien qu'elles n'eussent pas pu répondre aux questions qui se posaient à Lévin, ni même les comprendre, elles ne mettaient pas en doute la signification de ce phénomène, et partageaient cette conviction avec des millions de gens. Elles donnaient la preuve de leur pénétration du sens de la mort. Elles savaient, sans hésiter une seconde, comment se conduire avec les mourants, et ne les craignaient pas. Lévin et beaucoup d'autres, quoiqu'ils eussent pu faire bien des réflexions sur la mort, ignoraient visiblement pourquoi ils la craignaient, et ne savaient absolument pas que faire lorsque les gens mouraient. Si Lévin en ce moment avait été seul avec son frère Nicolas, il l'aurait contemplé avec effroi, aurait attendu avec un effroi plus grand encore, et n'aurait rien su faire d'autre. Bien plus, il ne savait que dire, quelle attitude prendre, comment marcher. Parler de sujets indifférents lui paraissait outrageant. Parler de la mort, de choses tristes, il n'y fallait pas penser. Se taire était également impossible. Si je le regarde, il croira que je l'étudie, que j'ai peur. Si je ne le regarde pas, il croira que je pense à autre chose. Il sera mécontent si je marche sur la pointe des pieds, et je n'ose pas marcher sans précaution. Kitty, visiblement, ne pensait pas, et n'avait pas le temps de penser à elle-même. Elle pensait à son malade parce qu'elle savait qu'il fallait faire. Elle savait ce qu'il fallait faire, et s'en tirer parfaitement. Elle lui parlait d'elle, de son mariage, souriait, le plaignait, le comblait d'attention, lui citait des cas de guérison, et tout allait bien. Donc, elle savait. Et son activité, comme celle d'Agathe Mikhailovna, n'était pas instinctive, animale, irraisonnée, car, outre les soins physiques, l'allègement des souffrances, et Agathe Mikhailovna et Kitty exigeaient pour un mourant quelque chose de plus important que les soins, et qui n'avait rien de commun avec la vie du corps. Agathe Mikhailovna, en parlant d'un vieux qui venait de mourir, disait « Dieu merci, il a communié, on l'a administré. Dieu donne à chacun de mourir ainsi. » De même, Katia, en plus de tout le souci qu'elle prenait du linge, des potions, des pansements, réussit dès le premier jour à persuader le malade de la nécessité de communier et de recevoir l'extrême onction. Lorsqu'il revint le soir dans leur appartement, Lévin resta assis, tête basse, sans savoir que faire. Incapable de souper, de s'installer pour la nuit, de réfléchir à ce qu'ils allaient faire. Il ne pouvait même pas parler à sa femme. Il éprouvait des remords. Kitty, par contre, était plus active qu'à l'ordinaire. Elle ordonna qu'on leur servît à souper, déballa elle-même leurs affaires, aida à faire les lits et n'oublia pas de les saupoudrer de poudre insecticide. Elle montrait l'excitation, la rapidité de conception qui apparaissent chez les hommes avant la bataille, la lutte, dans le danger ou aux minutes décisives de leur existence. Ces minutes où, une fois pour toutes, un homme donne sa mesure, où il montre que son passé n'a pas été perdu, mais qu'il n'a été qu'une préparation à cet instant. Minuit n'avait pas sonné que tout était en ordre. Leurs effets étaient rangés avec un goût personnel, et leur appartement ressemblait à leur maison. Les lits étaient faits. Les brosses, peignes et miroirs alignés sur une table. Les serviettes dépliées. Lévin trouvait qu'il était impardonnable de manger, de dormir, même de parler
et sentait que chacun de ses gestes était indécent. Elle rangeait ses brosses. Mais elle faisait tout cela sans paraître y voir rien d'offensant. Cependant, ils ne purent rien manger et furent longs à s'endormir. Ils ne pouvaient même se décider à se coucher. Je suis très contente de lui avoir fait sentir. Je suis très contente de lui avoir fait consentir à recevoir les sacrements demain, dit-elle, en s'asseyant en camisole devant son miroir de voyage et en peignant ses cheveux souples et parfumés avec un peigne fin. Je n'ai jamais vu administrer quelqu'un, mais maman m'a dit qu'on faisait des prières pour la guérison. J'espère que tu ne crois pas qu'il peut guérir, lui dit Lévin en regardant une raie étroite derrière sa petite tête ronde, qui disparaissait chaque fois qu'elle ramenait le peigne en avant. J'ai questionné le docteur. Il m'a dit qu'il ne pouvait vivre plus de 3 jours. Mais peuvent-ils vraiment savoir ? Je suis tout de même bien contente de l'avoir persuadé, dit-elle, en glissant un regard en coin à son mari à travers ses cheveux. Tout est possible, ajouta-t-elle, avec cette expression particulière, un peu rusée, qu'elle prenait lorsqu'elle parlait de religion. Depuis la conversation qu'ils avaient eue lorsqu'ils étaient encore fiancés, ils n'avaient jamais, ni l'un ni l'autre, abordé ce sujet. Mais elle accomplissait ses devoirs religieux avec la tranquille conviction d'accomplir un devoir. Bien qu'il lui eût assuré le contraire, elle était fermement persuadée qu'il était aussi bon chrétien qu'elle, sinon meilleur, et que tout ce qu'il disait là-dessus n'était qu'une de ces boutades plaisantes d'homme, comme lorsqu'il lui disait, en lui parlant de sa broderie anglaise: « Les honnêtes gens font repriser leurs trous, mais toi, tu en fais par plaisir. » Oui, cette femme, Marie Nikolaïevna, ne savait pas se tirer de tout cela, dit Lévin. Et je dois avouer que je suis bien content que tu sois venu. Tu es tellement pure que... Il lui prit la main et, sans la baiser, lui baiser la main dans le voisinage de la mort lui eût semblé inconvenant. Il la serra en regardant ses yeux brillants d'un air contré. Cela aurait été trop affectueux pour toi, de te trouver seule. Trop affreux, pardon. Et levant les bras pour cacher ses joues rouges de plaisir, elle enroula ses tresses sur sa nuque et les fixa avec des épingles. Oui, reprit-elle. Elle ne savait pas. Moi, par bonheur, j'ai beaucoup appris à Soden. Y avait-il là-bas des malades aussi gravement atteints ? Plus encore. Ce qui est terrible, c'est que je ne peux pas ne pas le voir tel qu'il était lorsqu'il était jeune. Je ne peux croire quel charmant garçon c'était. Mais je ne le comprenais pas à cette époque. Mais si, je le crois. Comme nous aurions été bons amis, dit-elle. Et elle fut effrayée de ce qu'elle avait dit. Elle se retourna vers son mari, et des larmes lui vinrent aux yeux. Oui, vous auriez été bons amis, dit-il tristement. C'est précisément un de ces hommes dont on dit qu'ils ne sont pas faits pour ce monde. Nous avons encore bien des journées de fatigue devant nous. Il faut nous coucher, dit Kitty, après avoir jeté un coup d'œil à sa montre minuscule. Chapitre 20. La mort. Le lendemain, le malade communia et reçut l'extrême onction. Pendant la cérémonie,
Nicolas Lévin pria avec ferveur. Dans ses grands yeux, fixés sur l'icône placée sur une table à jeu recouverte d'une serviette de couleur, se voyait un espoir si intense que Lévin en fut épouvanté. Il savait que ses prières, cet espoir, lui rendrait encore plus pénible la séparation d'avec la vie qu'il aimait tant. Lévin connaissait son frère et la marche de ses pensées. Il savait que son incroyance ne provenait nullement de ce qu'il lui était plus commode de vivre sans foi, mais de ce que, pas à pas, les explications scientifiques contemporaines des phénomènes du monde avaient chassé ses croyances. Aussi savait-il que le retour actuel de son frère à la foi n'était nullement l'aboutissement normal de son esprit, mais une concession temporaire, intéressée, dans l'espoir insensé de guérir. Lévin savait aussi que Kitty avait renforcé cet espoir par des récits de guérison miraculeuse. Il savait tout cela, et c'était une torture pour lui de voir ce regard suppliant, plein d'espérance, et cette main décharnée qui se soulevait avec peine pour signer ce front osseux, ces épaules saillantes, cette poitrine creuse et sifflante qui ne pouvait déjà plus contenir la vie qu'implorait le malade. Au cours de la cérémonie, Lévin fit ce qu'un croyant il avait fait 1 000 000 de fois. Il dit, en s'adressant à Dieu, « Si tu existes, fais que cet homme guérisse, et tu nous sauveras tous deux. » Après l'onction, le malade se sentit soudain beaucoup mieux. Il ne toussa pas une seule fois pendant l'heure qui suivit. Il souriait, baisait la main de Kitty en la remerciant avec des larmes et disant qu'il se sentait bien, qu'il ne souffrait plus nulle part et se sentait revenir ses forces et son appétit. Il se souleva même tout seul lorsqu'on lui apporta sa soupe et demanda des boulettes de viande. Tout désespéré qu'il fût, et bien que convaincu au simple aspect du malade qu'il ne pouvait guérir, Lévin, ainsi que Kitty, passa cette heure dans un état d'excitation heureuse, mêlé à l'appréhension de se tromper. « Il va mieux ? » ?»« Oui, beaucoup mieux. C'est extraordinaire. »« Il n'y a rien là d'extraordinaire. C'est un fait, il va mieux, » disait-il à voix basse, en échangeant des sourires. Cette illusion dura peu. Le malade s'endormit tranquillement, mais une demi-heure après, la toux le réveilla. Et soudain, tout espoir disparut en lui-même et dans son entourage. La réalité de la souffrance anéantit tout espoir. Sans même faire allusion à ce qu'il avait cru une demi-heure plus tôt, comme s'il était honteux même de s'en souvenir, il demanda à respirer de l'iode. Lévin lui tendit un petit flacon recouvert d'un papier percé de trous. Son frère posa sur lui le même regard d'espoir intense qu'il avait eu en recevant l'extrême onction, comme s'il attendait une confirmation des paroles du médecin qui avait assuré que la respiration de l'iode faisait des miracles. « Kitty n'est pas là ?» dit-il, d'une voix enrouée, en promenant ses regards autour de lui, tandis que Lévin lui répétait à contre-cœur les paroles du médecin. « Non. Alors je peux parler. C'est pour elle que j'ai joué toute cette comédie. Elle est tellement gentille, mais toi et moi, nous ne pouvons nous faire illusion. Voilà à quoi je crois, dit-il, en serrant le flacon dans sa main osseuse, et il le respira avidement. Vers 8 heures du soir, Lévin prenait le thé dans sa chambre avec sa femme, lorsque Marie Nikolaïevna, tout essoufflée, fit irruption dans la pièce. « Il se meurt, »
balbutia-t-elle. Je crains qu'il ne passe dans un instant. Ils coururent tous deux chez lui. Il était assis dans son lit, appuyé sur un coude, le dos voûté, la tête penchée. « Que ressens-tu » lui dit Lévin à voix basse après un silence. « Je sens que je m'en vais, » dit Nicolas avec effort, mais avec une extraordinaire netteté, en extrayant lentement les mots de sa poitrine. Il ne releva pas la tête et se contenta de diriger son regard vers le haut, sans réussir à atteindre le visage de son frère. « Katia, va-t'en, » dit-il encore. Lévin se leva brusquement et d'un ton impératif dit à mi-voix à sa femme de sortir. « Je m'en vais, » répéta-t-il. « Pourquoi crois-tu cela » dit Lévin pour dire quelque chose. « Parce que je m'en vais, » répéta-t-il, comme s'il aimait cette expression. C'est la fin. Marie Nikolaïevna s'approcha de lui. « Vous serait mieux si vous vous couchiez, » lui dit-elle. « Je serai bientôt couché, » fit-il d'une voix douce. « Mort, » ajouta-t-il avec ironie, avec colère. « Mais couchez-moi, si vous voulez. » Lévin étendit son frère sur le dos, s'assit à côté de lui et, retenant sa respiration, contempla son visage. Le mourant avait fermé les yeux, mais les muscles de son front bougeaient de temps à autre, comme chez un homme qui a l'esprit tendu dans une profonde réflexion. Lévin, malgré lui, pensait lui aussi à ce qui s'accomplissait en ce moment en son frère. Il voyait à l'expression de ce visage calme et sévère, et au jeu des muscles au-dessus des sourcils, que le mourant avait la révélation de plus en plus nette de ce qui est resté toujours aussi obscur pour Lévin. Oui, oui, c'est ainsi, dit lentement le mourant, avec des pauses. Attendez. Il se tut de nouveau. C'est cela, dit-il soudain, d'un ton rassurant, comme si tout s'était résolu pour lui. Oh, Seigneur, s'exclama-t-il, et il poussa un profond soupir. Marie Nikolaïevna lui tâta les pieds. Il se refroidit, murmura-t-elle. Le malade resta étendu, immobile, pendant un moment qui parut interminable à Lévin. Mais il vivait toujours et respirait à intervalles espacés. Lévin était fatigué de la tension de son esprit. Il sentait que malgré cette tension, il ne pouvait comprendre ce qui était ainsi. Il sentait que le mourant, depuis longtemps, avait laissé en arrière. Il ne pouvait plus penser au problème de la mort, mais involontairement, il se demandait ce qu'il allait devoir faire dans un instant. Fermer les yeux de son frère, l'habiller, commander un cercueil. Et, chose étrange, il se sentait parfaitement froid, et n'éprouvait ni du chagrin de la perte qu'il allait subir, ni surtout de la pitié pour son frère. S'il éprouvait en ce moment un sentiment envers son frère, c'était plutôt la jalousie de cette certitude à laquelle était parvenu le mourant, et à laquelle il ne pouvait prétendre. Il resta encore longtemps assis auprès de lui, attendant la fin d'un moment à l'autre. Or, la fin ne venait pas. La porte s'ouvrit et Kitty parut. Lévin se leva pour l'empêcher d'entrer. Mais, tandis qu'il se levait, il entendit le moribond faire un mouvement. « Ne t'en va pas », dit Nicolas en étendant la main. Lévin prit cette main et,
d'un geste de mécontentement, fit signe à sa femme de sortir. Il resta ainsi une demi-heure, 1 heure, puis encore 1 heure avec la main du moribond dans sa main. À présent, il ne pensait plus du tout à la mort. Il se demandait ce que faisait Kitty, qui habitait la pièce voisine, si le médecin avait une maison à lui. Il avait faim. Il avait sommeil. Il dégagea sa main avec précaution et tâta les pieds de son frère. Les pieds étaient froids, mais le malade respirait encore. Lévin voulut sortir sur la pointe des pieds, mais le malade recommença à s'agiter et répéta « Ne t'en vas pas ». Le jour se leva. L'état du malade était stationnaire. Lévin retira doucement sa main, sans regarder le mourant, se rendit chez lui et s'endormit. Lorsqu'il se réveilla, au lieu de l'annonce de la mort de son frère, qui l'attendait, on lui apprit que le malade était revenu à son état précédent. Il recommençait à s'asseoir, à tousser, à manger, à parler, avait cessé à nouveau de parler de la mort, et à nouveau exprimé son espoir de guérir. Il était encore plus instable et plus morose qu'auparavant. Personne, ni son frère, ni Kitty, ne pouvait le calmer. Il se fâchait contre tout le monde, disait des sottises à tous ceux qui étaient auprès de lui, leur reprochait ses souffrances et exigeait qu'on lui amenât une sommité médicale de Moscou. Chaque fois qu'on lui demandait comment il se sentait, il répondait invariablement avec une expression de reproche et de rancune. « Je souffre de façon intolérable. » Le malade souffrait de plus en plus, surtout de ses plaies qu'on ne pouvait plus cicatriser, et se fâchait de plus en plus contre ceux qui l'entouraient, leur faisant reproche de tout, et en particulier de ne pas lui amener le docteur de Moscou. Kitty s'efforçait de toutes les manières de lui porter secours, de le calmer, mais tout était inutile, et Lévin voyait qu'elle était à bout de force, et physiquement et moralement, quoiqu'elle ne l'avouât pas. Le sentiment de la mort qu'avait éveillé en chacun d'eux ses adieux à la vie, la nuit où il avait appelé son frère, était dissipé. Tous savaient qu'il allait mourir bientôt, qu'il était déjà à moitié mort. Tous n'avaient plus qu'un seul désir, qu'il mourût le plus rapidement possible. Il dissimulait ce sentiment, lui versait ses potions, allait en chercher d'autres, faisait quérir le médecin, le trompait, se trompaient eux-mêmes et se dupaient mutuellement. Tout cela n'était que mensonge, un mensonge sacrilège, ignoble et offensant. Lévin, avec son caractère et parce qu'il aimait le mourant plus que tous, souffrait tout particulièrement de ce mensonge. Lévin avait depuis longtemps à cœur de réconcilier ses frères, fût-ce avant la mort. Il avait écrit à Serge Ivanovitch et lu sa réponse au malade. Serge Ivanovitch écrivait qu'il ne pouvait venir, mais demandait pardon à son frère, dans des termes touchants. Le malade ne dit rien. « Que dois-je écrire » demanda Lévin. « J'espère que tu ne lui en veux pas. »« Non, pas du tout, » répondit Nicolas avec humeur. « Écris-lui de m'envoyer le médecin. » 3 jours cruels passèrent ainsi. Le malade était toujours dans le même état. Tous ceux qui l'approchaient souhaitaient maintenant sa mort. Et les garçons de l'hôtel, et le patron, et tous les locataires,
et le médecin, et Marie Nikolaïevna, et Lévin, et Kitty. Seul, le malade n'exprimait pas ce sentiment. Au contraire, il se fâchait parce qu'on ne lui amenait pas son médecin, continuait à prendre ses remèdes et parlait de la vie. Ce n'était qu'aux rares minutes où l'opium lui faisait oublier pour un instant ses souffrances continuelles, que, dans un demi-sommeil, parfois, il disait ce qu'il ressentait plus violemment que tous les autres. Ah, si la fin pouvait venir, ou bien, quand cela finira-t-il? La souffrance, toujours plus intense, faisait son œuvre et le préparait à la mort. Il n'y avait pas de position où il ne souffrit pas, pas de minute où il s'oublia, pas un endroit de son corps, pas un seul de ses membres qui ne fût douloureux. Ses souvenirs, ses impressions, ses pensées éveillaient en lui-même, en lui la même répulsion que son corps lui-même. La vue des autres gens, leurs propos, ses propres souvenirs, tout cela n'était plus pour lui qu'une torture. Les gens de son entourage s'en rendaient compte et inconsciemment s'interdisaient en sa présence tout geste spontané, tout entretien, toute expression de leur désir. Toute sa vie se fondait dans un sentiment de souffrance et dans le désir d'en être délivré. En lui s'opérait visiblement le changement qui devait le forcer à regarder la mort comme l'accomplissement de ses désirs, comme le bonheur. Jadis, chacun de ses désirs particuliers, éveillés par la souffrance ou la privation, comme la faim, la fatigue, la soif, se satisfaisait par une fonction du corps qui lui procurait du plaisir, tandis que maintenant, la privation et la souffrance ne trouvaient pas leur satisfaction, et toute tentative pour l'obtenir engendrait une nouvelle souffrance. Aussi, tous ces désirs s'étaient-ils fondus en un seul, celui d'être délivré de toutes les souffrances, de leur source, le corps. Il n'avait pas de mots pour exprimer ce désir de libération. Aussi n'en parlait-il pas, mais, par habitude, il exigeait la satisfaction de ses désirs qui ne pouvaient plus être réalisés. « Couchez-moi de l'autre côté », disait-il, et aussitôt après il demandait qu'on le remît comme avant. « Donnez-moi du bouillon. Emportez ce bouillon. Racontez-moi quelque chose. Pourquoi ne dites-vous rien ?» Mais dès qu'on commençait à parler, il fermait les yeux, et son visage exprimait la lassitude, l'indifférence et le dégoût. Le 10e jour après son arrivée, Kitty tomba malade. Elle souffrait de maux de tête, de nausées, et dut rester toute la matinée dans son lit. Le docteur dit que c'était la fatigue, l'émotion, et lui prescrivit le calme. Après le dîner, cependant, Kitty se leva et se rendit comme toujours chez le malade avec son ouvrage. Il la regarda sévèrement lorsqu'elle entra et eut un sourire de mépris quand elle lui dit qu'elle avait été souffrante. Tout ce jour-là, il ne cessa de se moucher et de gémir plaintivement. « Comment vous sentez-vous » lui demanda-t-elle. « Plus mal, » articula-t-il avec peine. « Je souffre. »« Où ?»« Partout. »« Cela finira aujourd'hui, vous verrez, » dit Marie Nikolaïevna. Et quoiqu'elle lui parlait à voix basse, le malade, qui avait l'ouïe très fine, ainsi que l'avait remarqué Lévin, pouvait l'entendre. Lévin la fit taire et se retourna pour regarder le malade. Nicolas avait entendu, mais ses paroles n'avaient fait sur lui aucune impression. Son regard était toujours fixe
et plein de reproches. « Pourquoi croyez-vous cela ?» demanda Lévin à Marie Nikolaïevna qui était sortie à sa suite dans le corridor. « Parce qu'il commence à se dépouiller, » dit-elle. « Comment ? Comme cela ?» dit-elle en tirant les plis de sa robe en laine. En effet, Lévin avait remarqué que tout ce jour-là, le malade avait tiraillé ses couvertures, comme pour s'en débarrasser. La prédiction de Marie Nikolaïevna était juste. Vers la nuit, le malade n'avait plus la force de lever les bras. Il regardait droit devant lui, avec la même expression tendue et concentrée. Même lorsque son frère ou Kitty se penchait au-dessus de lui de façon à ce qu'il pût les voir, il gardait la même attitude. Kitty envoya chercher un prêtre pour lire les prières des agonisants. Pendant que le prêtre récitait les prières, le mourant ne donna aucun signe de vie. Ses yeux étaient fermés. Lévin, Kitty et Marie Nikolaïevna étaient debout auprès de son lit. La prière n'était pas achevée que le mourant se raidit, poussa un soupir et ouvrit les yeux. Le prêtre, lorsqu'il eut terminé, appliqua la croix sur son front glacé, l'enveloppa lentement dans son étole, et après avoir attendu quelques minutes sans mot dire, effleura l'énorme main refroidie et exsangue. « C'est fini, » dit le prêtre, et il voulut s'éloigner, mais soudain les moustaches collées du moribond s'agitèrent, et des sons distincts, montant des profondeurs de sa poitrine, se fit entendre dans le silence. Pas tout à fait. Bientôt. Une minute après, son visage s'éclaira. Un sourire apparut sous ses moustaches, et les femmes s'empressèrent de commencer la dernière toilette. La vue de son frère et le voisinage de la mort réveillèrent en Lévin ce sentiment d'effroi devant le mystère de cette mort inéluctable qui l'avait saisi le soir d'automne où son frère était arrivé chez lui. Maintenant, ce sentiment était encore plus fort qu'avant. Il se sentait moins que jamais capable de comprendre le sens de la mort, et son approche inéluctable lui paraissait encore plus effrayante. Mais, grâce à la présence de sa femme, ce sentiment ne lui inspirait plus de désespoir. Malgré la mort, il éprouvait la nécessité de vivre et d'aimer. Il sentait que l'amour l'avait sauvé du désespoir, et cet amour, toujours menacé, devenait de ce fait encore plus fort et plus pur. Le mystère de la mort, qui demeurait impénétrable, avait à peine eu le temps de s'accomplir sous ses yeux qu'un autre mystère, tout aussi impénétrable, mais de vie et d'amour, surgissait. Le médecin confirma ses suppositions au sujet de Kitty. Elle était enceinte. Chapitre 20. Depuis l'instant où Alexis Alexandrovitch avait déduit de ses entretiens avec Betsy et Stepan Arkadievitch, quand on lui demandait seulement de laisser sa femme en paix, sans l'importuner de sa présence, et que sa femme elle-même le désirait, il s'était senti tellement désorienté qu'il ne pouvait prendre aucune décision, ne savait plus lui-même ce qu'il désirait maintenant et, se remettant entre les mains de ceux qui intervenaient dans ses affaires avec tant de plaisir, il avait consenti à tout. Ce fut seulement une fois qu'Anna eut quitté sa maison et que l'Anglaise lui fit demander si elle devait dîner avec lui ou à part,
Il comprit clairement sa situation et en fut épouvanté. Le plus pénible était qu'il ne pouvait absolument pas concilier son passé et le présent. Non que le passé, l'époque où il avait vécu heureux avec sa femme, le troubla. Ce passé-là, la découverte de l'infidélité de sa femme, le lui avait fait oublier au prix d'un véritable martyr. Cet état-là était douloureux, mais il le comprenait. Si sa femme l'avait quitté en lui avouant son infidélité, il aurait été offensé, malheureux. Mais il ne se serait pas trouvé dans cette position incompréhensible, et apparemment sans issue, dans laquelle il se trouvait. Il ne pouvait concilier maintenant le passé présent, le passé récent, son attendrissement, son amour pour sa femme malade et pour cet enfant qui n'était pas de lui, avec le présent, autrement dit, avec le fait de se trouver, en récompense de tout cela, seul, déshonoré, ridicule, inutile et méprisé de tous. Les 2 jours qui suivirent le départ de sa femme, Alexis Alexandrovitch reçut des solliciteurs, alla au comité et dîna dans la salle à manger, comme à l'ordinaire. Sans s'expliquer pourquoi il le faisait, il tendit toutes les forces de son âme ces 2 jours-là vers un seul but, paraître calme et même indifférent. En donnant des ordres concernant les effets et l'appartement d'Anna Arkadievna, il faisait des efforts surhumains pour avoir l'air d'un homme pour qui l'événement qui venait de se produire n'était pas imprévisible et ne présentait rien qui sortît du rang des événements ordinaires. Il atteignit son but. Personne ne soupçonna son désespoir. Mais le lendemain du départ d'Anna, lorsque Corneille lui apporta une facture de la modiste qu'Anna avait oublié de payer, et lui dit que le commis était là, Alexis Alexandrovitch fit entrer cet homme. « Excusez-moi, votre Excellence, si j'ai l'audace de vous déranger. Si c'est à madame que nous devons envoyer la facture, votre Excellence voudra bien me donner son adresse. » Alexis Alexandrovitch parut réfléchir. Puis, soudain, il se détourna et s'assit à son bureau. La tête entre les mains, il resta longtemps dans cette position. Il essaya de parler à plusieurs reprises, mais s'arrêta. Comprenant le sentiment de son maître, Corneille pria le commis de repasser. Lorsqu'il fut demeuré seul, Alexis Alexandrovitch senta qu'il n'avait plus la force de soutenir son rôle. Il fit dételer sa voiture qui l'attendait, interdit sa porte et ne se montra pas pour le dîner. Il sentit qu'il ne pouvait plus soutenir l'assaut du mépris et de la cruauté qu'il voyait si clairement sur le visage du commis, de Corneille, et de tous ceux sans exception qu'il avait rencontrés pendant ces 2 jours. Il sentait qu'il ne pouvait détourner de lui la haine des gens, car cette haine se portait sur lui non parce qu'il était mauvais, il aurait pu alors s'efforcer d'être meilleur, mais parce qu'il était abominablement malheureux. Il savait qu'il serait sans pitié, précisément parce que son cœur était déchiré. Il sentait que les gens le mettraient en pièces, de même que les chiens étranglent un chien couvert de plaies et qui hurle de douleur. Il savait que l'unique moyen de leur échapper était de leur cacher ses blessures. Et c'était ce qu'il avait instinctivement essayé de faire les 2 premiers jours. Et maintenant, il voyait qu'il n'avait plus la force de poursuivre cette lutte inégale. Son désespoir était encore accru par la conscience d'être absolument seul avec son chagrin. Ni à Pétersbourg, ni nulle part il n'avait personne à qui il pût dire tout ce qu'il ressentait, et qui le prit en pitié, non en tant que haut fonctionnaire ou membre de la société,
mais simplement en tant qu'homme souffrant. Alexis Alexandrovitch avait été orphelin dès sa jeunesse. Ils étaient 2 frères. Il ne se souvenait pas de son père et de sa mère. Il ne se souvenait pas de son père et sa mère était morte lorsqu'il avait 10 ans. Ils avaient peu de fortune. L'oncle Karénine, un fonctionnaire important, jadis favori du défunt empereur, s'était chargé de leur éducation. Après avoir terminé brillamment ses études au lycée et à l'université, Alexis Alexandrovitch, sous l'égide de son oncle, avait débuté avec succès dans la carrière administrative et s'y était voué exclusivement. Ni au lycée, ni à l'université, ni plus tard, il ne s'était fait d'amis. Son frère était pour lui l'être le plus proche, mais il travaillait au ministère des Affaires étrangères et vivait la plupart du temps à l'étranger, où il était mort peu de temps après le mariage d'Alexis Alexandrovitch. Alors qu'il était gouverneur de province, une tante d'Anna, dame fort riche, avait favorisé des entrevues entre ce dignitaire jeune pour son rang et sa nièce, et l'avait mis dans une telle position qu'il ne lui restait plus qu'à se déclarer ou à quitter la ville. Alexis Alexandrovitch avait hésité longtemps. Il avait autant d'arguments pour et contre le mariage, et il ne trouvait pas en lui assez de résolution pour désobéir à son principe. Dans le doute, abstiens-toi. Mais la tante d'Anna lui fit comprendre par personne interposée qu'il avait compromis la jeune fille et que son devoir d'homme d'honneur l'obligeait à faire sa demande. Il y consentit donc et reporta sur sa fiancée, puis sur sa femme, toute la somme d'affection dont il était capable. L'attachement qu'il vouait à Anna exclut dans son âme les derniers besoins de rapports cordiaux avec ses semblables. Et maintenant, parmi tous les gens qu'il fréquentait, il n'avait pas un intime. Il avait une quantité de relations, mais pas d'amis. Alexis Alexandrovitch connaissait beaucoup de gens qu'il pouvait inviter à dîner, pressentir pour une affaire ou un solliciteur, avec qui il pouvait critiquer librement l'action d'autres personnages du gouvernement. Mais ses rapports avec ces gens étaient confinés dans un domaine étroit, délimité par l'habitude, et dont il était impossible de sortir. Il avait un camarade d'université, avec qui il s'était lié par la suite, et à qui il eût pu confier son chagrin. Et ce camarade était curateur d'un arrondissement scolaire éloigné. Les seuls familiers qu'il eut à Pétersbourg étaient son chef de cabinet et son médecin. Michel Vassilievitch Slioudine, son chef de cabinet, était un homme sérieux, simple, intelligent et bon, et Alexis Alexandrovitch le sentait bien disposé à son égard. Mais 5 années d'activité administrative élevaient entre eux une barrière qui s'opposait aux épanchements intimes. Alexis Alexandrovitch, lorsqu'il eut fini de signer son courrier, garda longtemps le silence, en regardant de temps à autre Michel Vassilievitch, et essaya plusieurs fois de lui parler sans y parvenir. Il avait préparé une phrase. « Vous avez entendu parler de mon malheur ?» Mais pour finir, il dit, comme d'habitude, « Ainsi, vous me préparerez ce travail. » Et il le congédia. L'autre était son docteur, également bien disposé envers lui. Mais il était depuis longtemps sous-entendu entre eux, par convention tacite, qu'ils étaient l'un et l'autre accablés de travail, et qu'il leur fallait se presser. Quant à ses amis, et à la principale d'entre elles, la comtesse Lydie Ivanovna, Alexis Alexandrovitch n'y pensait même pas. Toutes les femmes, en tant que telles, l'éloignaient et l'effrayaient.